femmes représentent 51,7% de la population burkinabé selon le 5e recensement général de la population réalisé en fin 2019. Et la part contributive des femmes à l'économie nationale n'est pas négligeable. Seulement, leur progression dans la création des entreprises est lente et les raisons de cette faible évolution sont multiples. Faible niveau d'éducation et de formation des femmes. Bon nombre d'entre elles évoluent dans l'informel. À toutes ces raisons, il faut ajouter surtout cette épineuse question de l'accès très limité des femmes aux services financiers. Par conséquent, plusieurs milliers de femmes au Burkina sont restées bloquées à l'ère du prêteur sur gaz. Fort heureusement, il y a la technologie, le numérique, qui permet aujourd'hui une inclusion financière des femmes. Grâce à un simple téléphone portable, elles peuvent effectuer des transactions financières en un instant. Cette année, le Burkina Faso célèbre le 8 mars sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Alors, comment peut-on inclure par le numérique cette bonne partie de la population exclue des systèmes classiques de financement? Par quelle stratégie on peut permettre une meilleure appropriation des services financiers digitaux par ces milliers de femmes marginalisées? On le sait, parvenir à une inclusion financière peut contribuer à créer un monde à la fois équitable et prospère. Pour en parler, nous avons avec nous Madame Caroline Tapsoba. Madame Tapsoba est chef du département des projets et programmes de l'ONG ASMAT, Association Songé Malgré Aide au développement endogène. Bonsoir Madame. Nous avons aussi Mme Rasmata Kompaorene Tiandrebego. Elle est la secrétaire générale par intérim de la Fondation Femmes, TIC et Développement Durable. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Sur notre plateau ce soir, Dr Inoussa Traoré, docteur et expert au secrétariat technique d'analyse et d'études stratégiques du ministère de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, avec nous enfin, nous avons Mme Mariam Traoré Negomina. Madame Traoré est la directrice de la gestion des crédits au Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF. Bonsoir Madame. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la RTB. Je le disais tantôt, inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives est le thème de la 164e journée internationale de la femme. Dans peu de jeu, Madame, et quel état on peut faire, l'état des lieux de l'inclusion financière des femmes au Burkina? Alors, il faut dire que lorsqu'on parle d'inclusion financière, on sous-entend automatiquement exclusion financière. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est un sujet que portent à cœur nos autorités, nos premières autorités gouvernementales, plus précisément notre ministère de tutelle, le ministère en charge de la femme. Donc c'est dans ce sens que des lois ont été édictées et puis des démarches ont été entreprises aussi pour pouvoir tenir compte de la femme, voilà, qui doit évoluer vers une autonomisation économique et financière. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que le gouvernement, dans ce sens, a créé beaucoup de fonds nationaux. Des fonds nationaux de financement au nombre de 10, dont le FARF, qui est le Fonds aux activités rémunératrices des femmes, qui s'occupe exclusivement de la femme. Et de la femme, quand je dis de la femme, c'est toutes les femmes valides et les femmes qui vivent aussi avec un handicap. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à l'état des lieux. Docteur Traoré, est-ce que vous êtes du même avis que Madame? Est-ce que l'inclusion financière des femmes au Burkina est dans la bonne dynamique? Effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la femme, effectivement, si elle a accès à un certain nombre de services financiers, cela a un impact considérable sur le ménage. Et qui sait que quand le ménage va bien, ça veut dire que c'est l'économie nationale qui se porte mieux dans son ensemble. Donc, je peux dire qu'il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique en cours en termes d'inclusion financière. Mais malheureusement, je pense qu'il y a du chemin à parcourir encore en termes d'inclusion financière. Il y a plusieurs facteurs qui limitent en tout cas l'accès des femmes aux finances, aux services financiers. Ces dernières années, il y a eu le boom de la microfinance qui a quand même permis à beaucoup de femmes de pouvoir accéder, notamment en milieu rural, notamment dans le secteur informel, notamment aussi dans les milieux périurbains, de pouvoir accéder à des services financiers comme le crédit, des services d'épargne, etc. Et également aujourd'hui, avec le numérique, je pense qu'il y a un bon espoir qu'effectivement on puisse améliorer le niveau d'inclusion financière des femmes. Madame Kompaoré,
Voilà, les femmes n'arrivent pas effectivement à avoir accès aux institutions financières classiques. Très souvent, elles sont là avec leur petite natte au bord de la cour pour vendre des arachides, une petite table au marché pour vendre de la tomate. N'est-ce pas cette petitesse de leur activité économique qui limite justement leur accès à ces institutions financières? C'est vrai qu'elles sont beaucoup limitées par les moyens. Et quand vous prenez les financements classiques ici, ça nécessite 2 fois des garanties. Généralement, pour investir, pour entreprendre de façon grandiose, cela nécessite des moyens. Et dans les financements classiques que nous connaissons ici, il faut généralement une garantie. Il faut en tout cas quelque chose de consistant pour pouvoir emprunter et pouvoir utiliser cela pour travailler. Et on se rend compte que généralement les femmes, elles sont limitées dans ces objectifs. Ça fait qu'elles n'arrivent pas à entreprendre comme elles le veulent. Voilà des chiffres qui sont là selon le Centre de formalisation des entreprises CFOR. De 12 500 entreprises enregistrées en 2019, seulement 2337 sont créées ou gérées par des femmes. N'est-ce pas que c'est très loin de la moyenne? Ben, quand on regarde un peu le quota, par rapport aux chiffres que vous donnez, effectivement, les femmes sont sous-représentées dans ce secteur entrepreneurial. Entre griffes, parce que je suppose que c'est ce qui est reconnu formellement qui a été répertorié. Sinon, on sait que les femmes sont les plus entreprenantes, mais restent invisibles parce qu'elles évoluent dans le secteur informel. Quand on parlait tantôt du petit commerce, je pense que c'est des formes d'entreprise également, mais qui ne sont pas valorisées comme telles. Donc, ce qui fait que lorsqu'on fait un recensement des entreprises, c'est un pan de l'entrepreneuriat qui est occulté. Donc, ça va de soi que les chiffres qu'on vous donnez, les femmes soient sous-représentées. Et ça donne l'impression que ce sont les hommes qui entreprennent le plus. Et je dirais que ce sont les hommes qui ont le plus de facilité d'accès aux facteurs favorisant l'entrepreneuriat formel. Sinon, je pense que le monde informel est rempli de femmes battantes, entreprenantes. Mais malheureusement, le système, ou en tout cas le côté même socio-culturel, ne permet pas à la femme de sortir de son enclos traditionnel pour aller vers le monde extérieur, s'ouvrir au monde, entreprendre plus grand que ce qu'elle a l'habitude de faire. Généralement, c'est une continuité de ces tâches ménagères qui se concrétisent en petites unités d'entreprise. Voilà. Et pour permettre à la femme de sortir de cette spirale de la pauvreté et lui permettre de développer et promouvoir ses activités génératrices de revenus, il y a l'inclusion financière par le numérique. Comment, mesdames, messieurs, le numérique peut justement améliorer la vie de la femme au Burkina, Dr Traoré? Il faut savoir que le numérique est aujourd'hui une véritable opportunité pour toute l'économie nationale. Donc, on a vu qu'on est en tout cas dans une 4e révolution industrielle, parce qu'aujourd'hui, la révolution du digital touche tous les pans de l'activité économique. Donc, vous voyez, on parle de plus en plus d'économie numérique, justement pour pouvoir caractériser ce nouveau paradigme-là, qui est tel qu'il y a une transformation radicale de toute la société. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement la question de l'inclusion financière, on a effectivement remarqué ces dernières années qu'on a un boom des services financiers digitaux, notamment à travers la bonne diffusion du téléphone mobile dans nos pays. Aujourd'hui, on est au Burkina Faso autour de 97-98% des taux de pénétration du téléphone portable. Internet aussi, c'est en train d'évoluer avec les offres de 3e génération, de 4e génération. Donc tout ça offre en fait des opportunités d'accéder à des services financiers. Par exemple, aujourd'hui, on a une dynamique dans laquelle en fait, le numéro de téléphone est en train de se transformer en numéro de compte bancaire. Parce que finalement, quand tu as un numéro de téléphone, tu peux déjà faire un certain nombre de transactions. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse diversifier les offres de produits et services pour pouvoir justement aller vers des offres de type épargne, qu'on puisse utiliser son numéro de téléphone comme un compte d'épargne, qu'on puisse utiliser le numéro de téléphone aussi pour accéder à des produits de crédit ou à des produits de micro-assurance. Donc c'est tout ça en fait qui va justement permettre aux femmes de façon spécifique
de pouvoir accéder en fait à ces services financiers-là. Donc ça veut dire quoi? L'infrastructure est en train de se mettre en place parce qu'on a de plus en plus un taux de couverture au niveau du territoire national qui est en train d'être en tout cas très très intéressante, aussi bien par le téléphone mobile que par l'Internet. Donc l'infrastructure est en train de se mettre en place. Il faut maintenant que les opérateurs, que ce soit en fait les opérateurs bancaires, que ce soit les institutions de microfinance, puissent justement travailler en synergie pour pouvoir utiliser cette opportunité qu'est le mobile pour diversifier les offres de produits et services et surtout pouvoir identifier des offres spécifiques aux besoins des femmes parce que c'est très très important. La nature de les activités font qu'il ne faut pas en fait aller vers des offres standardisées. Il faut pouvoir justement faire des études pour voir les offres qui peuvent être adaptées aux besoins des femmes, à la nature de leurs activités. Souvent, c'est des activités quotidiennes, donc il faut peut-être des systèmes d'épargne qui soient aussi quotidiens. Donc, il faut pouvoir adapter ces offres-là, mais en utilisant la technologie, parce que de plus en plus, on a une couverture au niveau national qui est en train d'être très, très intéressante. Et pour le moment, le téléphone portable ne sert qu'à envoyer, faire des transferts d'argent, envoyer et recevoir de l'argent. Est-ce que, par ce petit geste, on peut dire que les femmes sont incluses? Oui, on peut le dire sans se tromper, parce que la plupart des femmes aujourd'hui ont des téléphones portables. Et comme le docteur Traoré le disait, c'est rentré dans nos mœurs. C'est un changement générationnel, donc on est tenu de travailler avec ça. Et par exemple, à notre niveau, au niveau du FARF, on a commencé le transfert des fonds par le numérique. Et la plupart des femmes arrivent à utiliser leur téléphone sans grande difficulté. Donc, ça permet véritablement une inclusion financière parce que ça nous permet de toucher un grand nombre de femmes d'abord et ça facilite la vie de ces femmes. Parce que avant le numérique, on a introduit le numérique à notre niveau à partir de 2019. Voilà. Et avant ça, nos clients devaient parcourir des distances pour venir dans nos locaux, dans nos bureaux, dans nos services. Mais avec le numérique maintenant, elles restent sur place, elles sont dans leurs activités quotidiennes et elles reçoivent les fonds, elles peuvent rembourser aussi à partir de leur téléphone. Okay. Madame, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso est dans la dynamique de la finance inclusive au profit des femmes? Est-ce que quelque chose est fait au niveau de l'État? Je dirais que quelque chose est fait. Et quand vous regardez le parcours, le développement déjà de l'Internet, de l'utilisation d'abord du mobile, c'est-à-dire que nous avons cette chance que le mobile ait pénétré tout le Burkina. Je dirais que les femmes également s'en sont appropriées et ça facilite l'usage. Et au-delà de ça, il y a également l'infrastructure, comme Dr Traoré le disait, qui est en train d'être réalisée, que la couverture nationale est en train d'être faite. Donc ça veut dire que non seulement les outils sont là, l'infrastructure est là, il reste les services. Il faut que nous accompagnions les femmes avec les services pour qu'elles puissent également profiter pleinement du numérique. Et ça également, ça a déjà commencé. L'exemple des transferts, les transferts monnaie, c'est déjà un exemple palpable. Mais il n'y a pas que ça seulement pour le développement numérique, l'autonomie numérique. Voilà. Il faut également d'autres services. Donc pour nous, il y a déjà un pan et le Burkina est déjà dans la dynamique. Ce qui reste à faire, c'est vraiment aider la femme burkinabé à s'approprier et à lui offrir des services vraiment qui vont lui servir, qui vont lui être très utiles dans son quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont accessibles à ce nouveau volet, l'inclusion financière? Parce qu'on a l'impression que beaucoup préfèrent avoir par devers elles leur argent que de le placer chez quelqu'un dans un service financier, par exemple. Oui, c'est peut-être une apparence trompeuse, parce que je pense que les mentalités ont beaucoup évolué et les femmes ont davantage compris que même si elles n'ont pas suffisamment d'argent, le peu qu'elles ont, il vaut mieux la sécuriser ou l'utiliser pour le développement de son propre commerce ou de son entreprise. Et pour cela, je pense qu'il y avait les difficultés de pouvoir trouver l'endroit idéal propice pour pouvoir garder en sécurité ces ressources-là. Mais je pense que de plus en plus, avec le développement des institutions de microfinance, la téléphonie mobile et tout,
Je pense que ce sont des pratiques qui sont en train d'être développées. Et je pense que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la téléphonie mobile est accessible aux hommes qu'aux femmes. Et je pense que c'est un outil personnel, privé. Et je pense que c'est plus facile pour la femme de pouvoir gérer son argent à travers cet outil-là. Mais au-delà, il faut dire qu'en termes de numérique, il reste encore beaucoup à faire parce que le numérique ne se limite pas seulement au téléphone ni au transfert monétaire. Il y a tout ce qui entoure aussi le virtuel, comment vendre son produit à distance. Voilà. Nos femmes font de belles choses, de très bonnes choses, mais comment est-ce qu'elles font le marketing à travers le numérique? C'est ça aussi qui reste à développer du côté de l'entrepreneuriat féminin. Donc je pense qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites pour accompagner la femme. Les institutions de microfinance sont là, l'État fait de son côté, le privé fait de son côté, mais je pense que nous avons encore du chemin pour que les femmes puissent manipuler à leur guise l'outil numérique pour pouvoir promouvoir leur activité et pouvoir s'autonomiser. Mais vous l'avez dit, il y a le e-commerce qui est déjà largement connu au Burkina. Mais il faut dire que le niveau des femmes est quand même très bas. Il y a très peu de femmes qui sont éduquées. Est-ce que utiliser le e-commerce au Burkina n'est pas aussi limiter l'accès des autres femmes, celles qui sont en milieu rural par exemple? Ce n'est pas la seule voie de promotion des produits, mais c'est une parmi tant d'autres. Mais il faudrait permettre que celles qui peuvent utiliser ce chemin pour promouvoir leur activité puissent le faire, que l'accès puisse être facile. De toute façon, c'est une question de culture et c'est une question de pratique. On peut ne pas pouvoir manipuler soi-même l'outil, mais faire recours à un service si on a davantage conscience que c'est un chemin par lequel je peux passer pour mieux vendre mon produit. Donc, c'est dire que c'est d'abord même l'appropriation de l'outil en tant que moyen de marketing, de vulgarisation de nos produits qu'il faut travailler à avoir. Au-delà de ça, maintenant, je pense que tout comme nous tous, on n'est pas professionnels sur tous les aspects. Et quand on engage quelque chose, on a toujours besoin de quelqu'un pour venir nous aider. Et je pense que si toutefois ce principe est acquis par les femmes, elles feront recours à d'autres personnes, d'autres prestataires pour les aider à vendre leurs produits. Comme vous le dites, on sait bien que les lacunes qu'on a connues depuis fort longtemps à travers la scolarisation des filles se répercutent maintenant. Les femmes sont là, elles entreprennent, elles veulent mieux faire, elles veulent aller de l'avant, mais voilà, le savoir en termes d'écriture, de lecture, de manipulation des outils de la nouvelle technologie reste une difficulté, reste inaccessible à beaucoup d'entre elles. À cela, docteur, il faut ajouter la qualité aussi de la connexion au Burkina. N'est-ce pas une limite à l'inclusion financière des femmes? Oui, absolument. Mais il faut surtout s'intéresser à la dynamique. Moi, j'aime bien regarder la dynamique des choses. Aujourd'hui, en fait, même quand on parle de la qualité de la connexion, je pense que la dynamique est intéressante. Mais tout à fait, il y a plein de choses qu'on peut encore mieux faire. Mais quand on fait un recul, par exemple, il y a 5-10 ans, chacun constate aujourd'hui qu'en termes de qualité de la connectivité, on a beaucoup évolué. Voilà. Mais le point sur lequel je veux insister, en fait, c'est justement, au-delà de tout ce qu'on voit, il y a quand même des femmes qui sont encore exclues. Voilà. Il y a des zones où il n'y a pas de couverture réseau. Donc, à ce niveau, quand même, il y a des efforts à faire pour pouvoir justement couvrir toutes ces zones blanches-là. Que toutes ces femmes-là puissent avoir accès, en tout cas, au réseau, c'est le réseau téléphonique, et un peu plus tard l'Internet. Ça, c'est un aspect important. Un autre défi, c'est l'éducation. L'éducation de façon générale et l'éducation financière aussi, de façon spécifique. Voilà, il faut pouvoir effectivement miser sur ça parce que une chose est d'avoir, parce qu'on analyse souvent les choses sous deux angles. Il y a le côté de l'offre et il y a le côté de la demande. Donc si on travaille sur l'offre pour développer des services financiers qui sont adaptés, du côté de la demande aussi, il faut qu'on puisse en fait voir les contraintes et les barrières qui peuvent justement empêcher les femmes de s'approprier ces outils-là. Et à mon avis, en fait, l'une des contraintes, c'est l'éducation financière, qui peut être justement un programme qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner les femmes. Mais un autre handicap, c'est aussi les systèmes d'identification. Vous savez, par exemple, pour avoir un compte dans un opérateur, chez un opérateur émetteur de monnaie électronique, il faut quand même une pièce d'identité
on a des zones où les femmes n'ont pas de pièce d'identité. Donc, s'il n'y a pas un système d'identification, en tout cas accessible, et qu'on puisse généraliser à ce que toutes les femmes puissent avoir accès à un système d'identification, qui est une condition pour avoir un numéro de téléphone. Aujourd'hui, il faut être enregistré si vous voulez avoir accès à un numéro de téléphone. Donc ça, c'est une contrainte aussi qu'il va falloir, sur laquelle il faut travailler. Je sais qu'au niveau du ministère, il y a un programme qui est en cours, justement, pour aller vers un système d'identifiant unique de la personne, donc qui va permettre un enrôlement massif, en fait, de tous les citoyens, justement, qui permettra, en fait, à terme, à chaque citoyen d'avoir un numéro d'identifiant unique et qui va permettre l'accès à tous les services. Voilà. Également, un autre aspect qui me semble important, c'est l'utilisation même par l'État, en fait, et du digital. Aujourd'hui, il y a un processus qui est en cours de digitalisation d'un certain nombre de services, mais il faut aller plus rapidement pour pouvoir justement généraliser, par exemple, tous les paiements, qu'on puisse les faire en utilisant le téléphone mobile. Et ça peut être vraiment une solution intéressante. En tout cas, qu'on ait la possibilité de le faire avec les outils numériques. Donc, cette digitalisation-là, en fait, tout ce qui est paiements sociaux et tout ce qui est justement et toutes les autres formes de paiement qu'on peut avoir en fait au niveau des services de l'État, qu'on puisse aller vers l'utilisation du numérique. Donc c'est un ensemble de facteurs qui me semblent en fait importants justement pour accélérer l'inclusion financière des femmes par le digital. Il y a qu'on ne peut pas faire des opérations avec le même numéro, l'interopérabilité. Oui, tout à fait. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce volet aussi constitue un handicap à l'accès des femmes? Absolument. C'est même un des chantiers sur lesquels la Banque centrale est en train de travailler au niveau communautaire pour travailler sur l'interopérabilité. Mais au niveau national aussi, on a des initiatives justement pour avoir une plateforme de télépaiement de l'État qui va assurer une certaine interopérabilité entre tous les opérateurs émetteurs de monnaie électronique que nous avons sur le marché. Et cela, à terme, devrait vraiment assurer non seulement une neutralité des transactions de l'État, parce que ce n'est pas normal, par exemple, que pour un service de l'État, qu'on dise OK, il faut forcément avoir un compte chez Orange ou un compte chez Move, etc. Normalement, avec n'importe quel compte, si c'est pour faire un paiement pour l'État, je devrais pouvoir le faire. Maintenant, c'est aux opérateurs de s'assurer de cette interopérabilité. Donc, il faut une plateforme de télépaiement pour l'État, mais au niveau de la BCEAO aussi, en train de travailler au niveau de l'UEMOA. Il y a même eu, je pense qu'il y a eu une réunion en 2019, justement, et l'un des chantiers, c'est justement pour travailler à fond sur cette interopérabilité-là. C'est vraiment un aspect important, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame Compaoré, que les pesanteurs sociales aussi jouent pour quelque chose dans l'inclusion financière des femmes au Burkina? N'est-ce pas qu'il faut aller à fond vers la sensibilisation? J'en conviens avec vous, effectivement. Et je pense que c'est le rôle de plusieurs associations, comme la nôtre également. Et nous nous évertions d'abord à sensibiliser les femmes. Pour nous, d'abord, avant même cette inclusion, nous, on se dit le numérique doit pouvoir apporter un plus. La femme, la jeune fille doit pouvoir utiliser le numérique pour redynamiser même sa vie sociale, professionnelle, économique. Et ces derniers temps, avec le e-commerce, nous disons que c'est vraiment une opportunité offerte à la jeune fille, à la femme de s'épanouir. Nous avons des exemples, des plateformes qui existent et qui fonctionnent, des gens qui font de e-commerce. C'est vrai qu'on dit que la plupart des femmes, elles ne sont pas alphabétisées, mais en termes du commerce, c'est des gens qui maîtrisent l'outil informatique. Je ne sais pas comment elles les ont apprises, certainement sur le tas, mais pour pouvoir vendre. Il y a beaucoup de femmes, quand vous les prenez, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas fait des études, des longues études, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas fait l'informatique non plus, mais elles connaissent mieux les outils pour mieux vendre leurs produits. Et il y a vraiment des groupes qui fonctionnent, qui marchent très bien, et c'est devenu des commerces mondiaux. C'est même pas, ça ne se limite pas seulement au niveau du pays, mais même hors du pays, ils arrivent même à exporter à travers les compagnies de transport et à faire encaisser leur argent toujours par le même moyen de paiement électronique. Donc, je me dis, vraiment, la sensibilisation, il le faut, mais il faut également des formations pour renforcer. Nous, on pense que ce qu'elles ont, c'est déjà bien. Elles ont peut-être appris, l'auto-formation, c'est bien. Mais je pense que c'est l'opportunité pour le ministère de la femme, le ministère de l'économie numérique, d'accompagner toutes ces femmes pour qu'elles puissent mieux comprendre
et mieux s'approprier de ces outils parce que c'est vraiment une belle opportunité. C'est vraiment, beaucoup arrivent à développer leurs activités et au-delà même des frontières à cause du numérique. J'ai suivi la dernière fois un reportage télé où il y avait 2 jeunes dames qui ont osé la tontine numérique. Elles organisent des tontines numériques sans même connaître les intéressés. C'est vrai que c'est un métier à risque, mais elles ont réussi. Donc, c'est des bels exemples, c'est le numérique. Il y a des groupes également qui sont sur les réseaux sociaux et qui organisent des groupes de vente. Elles vendent des produits, elles les exposent et des gens, c'est des réseaux, ce n'est pas un réseau seulement du Burkina, c'est hors des frontières du Burkina et ça fonctionne. Ils arrivent à exposer, à vendre leurs produits et à entrer dans leurs fonds. Donc, c'est vraiment très important. Moi, je pense qu'il faut de l'accompagnement. Il faut déjà ce qui est là, c'est bien, mais il faut accompagner pour vraiment, si nous voulons que cette inclusion financière soit une réalité, il faut vraiment accompagner les femmes. Est-ce que les FAF accompagnent ces femmes qui font le e-commerce au Burkina? Oui, on le dira. On le dira parce que nous n'avons pas de statistiques en la matière, mais comme elle vient de le dire, les femmes sont organisées de la plus bonne manière. Voilà. Tout ce qui peut les aider à faire avancer leur commerce, elles y vont. Ça peut être de bouche à oreille et elles s'adaptent aux situations. Comme on le dit, il y en a qui ont réussi. Ce n'est pas simplement sur le plan national, même à l'international. Elles s'organisent en groupe, elles vendent les produits on voit ça sur Facebook souvent et ça marche. J'ai connu des commerçantes qui ont fait de très bons chiffres d'affaires, ne serait-ce qu'en présentant leurs produits sur Facebook et c'est elles qui se déplacent et qui partent livrer les produits. Donc, assurément, on a financé des femmes qui ont utilisé le e-commerce peut-être sans le savoir, voilà, sans aller à l'information. C'est une bonne question, donc ça nous permettra de faire le point et d'encourager les femmes à utiliser réellement le numérique parce que ça favorise réellement l'inclusion. On prend en compte tous les aspects et tout le monde y gagne. Lorsqu'elle arrive chez vous avec en main le e-commerce, est-ce que la question de la garantie ne se pose pas? L'État a vraiment fait des efforts. J'ai dit l'État a mis en place le FARF pour vraiment tenir compte de la spécificité de la femme. Parce que la femme, comme on l'a dit, elle est exclue, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de garantie. La femme n'a pas de bien immobilier pour garantir un prêt. C'est pour cela qu'on a mis en place le FARF pour donner des prêts sans garantie. Donc, à notre niveau, la cliente se présente, elle a sa CNIB, on fait le montage de dossier et elle rentre en possession de ses fonds et on poursuit avec le suivi. Donc, le problème de la garantie ne se pose aucunement pas à notre niveau. Madame Tapsoba, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les femmes sont souvent confrontées au refus de leur époux quand elles veulent entreprendre? C'est comme on le dit, la femme, elle est toujours sous la coupe du masculin. Ce soit le mari, ce soit le papa, ce soit même le petit frère. Quand souvent même vient le moment de prendre la parole, dans certaines contrées où culturellement, la femme ne prend même pas la parole. On préfère que ce soit le petit frère qui parle à sa place. Donc ça va de soi dans la même situation que le cadre entrepreneurial. Beaucoup de femmes sont empêchées par leur époux par rapport aux activités qu'elles veulent mettre en place. Et j'avoue que c'est pas du tout facile. À des moments, nous avons accompagné pas mal de femmes. Et je pense que parmi elles, il y en a qui ont vécu ces problèmes. Et il a fallu qu'on essaie de jouer la médiation entre l'épouse et l'époux, sensibiliser, faire comprendre le bien fondé de l'activité économique de la femme, non seulement pour elle, pour le mari, mais pour les enfants. Et donc, je pense que c'est ce qui nous a amené à un moment donné, dans l'accompagnement des femmes, à prendre en compte leur mari, pour faire des formations sur le genre et le développement, l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes allés même dans le cadre d'une initiative sous-régionale où le Burkina était concerné. Le programme souhaite à implémenter ce que nous appelons l'école des maris dans le cadre entrepreneurial. C'est un concept généralement appliqué dans le domaine de la santé pour faire des hommes modèles par rapport à l'accompagnement des femmes
pour qu'elles améliorent leur santé, mais nous l'avons expérimenté dans le cadre entrepreneurial. Il faut que les hommes comprennent et acceptent avant d'accompagner. Tant qu'on prend la femme de façon isolée pour la promouvoir, c'est difficile. De retour à la maison, elle sera toujours confrontée à ces barrières socio-culturelles. Mais quand on implique l'homme en plus de la femme, ils feront chemin ensemble. Et je pense que c'est, à un moment donné, ce sont des approches que nous devrions prendre pour pouvoir mieux promouvoir les activités génératrices des femmes, sinon même l'entrepreneuriat féminin. Donc je pense que c'est un facteur qui est là, qui est bien ancré dans nos sociétés, mais nous travaillons petit à petit parce que les normes sociales ne se changent pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, un long processus. Et je pense que beaucoup d'hommes commencent à comprendre le bien fondé de laisser les femmes aller vers l'entrepreneuriat. Et nous avons des modèles d'hommes qui, lorsque la femme va pour la pause café, lors des ateliers, des rencontres et où, le mari est là, il lave les assiettes, il sert les gens, il ramasse les bouteilles. Oui, quand la femme est dans son restaurant jusqu'à 1h tardive, il va la chercher pour la raccompagner. Question de sécurité. On a ces modèles aussi qu'on a essayé de documenter à notre niveau. Donc, c'est dit que, oui, c'est pas impossible qu'on ait les hommes de notre côté, mais ne travaillons pas en les excluant. Il faut forcément les mettre au cœur de nos échanges, de nos idées, pour qu'on avance ensemble. Est-ce que vous, dans vos activités de sensibilisation, vous prenez en compte ce volet-là que Mme Tapsoba vient de dire, la sensibilisation des époux? J'avoue que la Fondation Femmes TIC et Développement Durable a pour but d'accompagner, dans un premier temps en tout cas, c'est les femmes. Donc je pense que c'est un élément fondamental que nous allons essayer d'intégrer. Sinon, nous, notre public cible, c'est vraiment la jeune fille et les femmes. Depuis des générations, la femme a été mise en marge. Donc, comment rattraper, comment aider les femmes? Et le constat que nous faisons, c'est que même si elles arrivent à aller même à l'école, la plupart n'aillent pas très loin. Beaucoup n'aillent pas jusqu'au niveau universitaire. Donc, on s'est dit, il faut encadrer ces personnes déjà avec les connaissances qu'elles ont, à vraiment faire quelque chose avec voilà, le numérique et gagner leur vie. Donc, avec le conseil de Mme Tapsoba, bon, nous allons essayer d'équilibrer pour essayer de, comme disent les gens, de genrer. Oui, merci. De genrer, Madame a lâché le mot. Est-ce que le FAF genre? Est-ce que le FAF tient compte de nos époux quand il accompagne les femmes dans la bonne dynamique de leurs activités économiques? Le FAF travaille exclusivement avec les femmes, comme je le dis. L'État, c'est comme un père de famille. Voilà, toi, voici ta part, toi, voici ta part, toi, voici ta part. Et le FAF, on nous a dit, occupez-vous exclusivement de la femme parce qu'elle a été laissée pour compte pendant longtemps. Elle ne peut pas aller dans les banques classiques, elle n'a pas de terrain pour mettre en garantie. Donc vous, ayez des conditions souples, accompagnez-les et ça se limite à là. Les hommes seront là à nos côtés pour les soutenir, comme Mme Tapsoba l'a dit. Celle pas dans son commerce, on peut aller la chercher parce qu'il est tard. Et puis ils doivent comprendre aussi l'utilité des fonds qu'on a mis à la disposition de madame. Il ne doit pas poursuivre madame pour prendre les fonds pour aller au cabaret ou bien aller prendre une deuxième épouse. Non, il doit dire à madame, voilà l'argent, je sais de quoi il s'agit, tu vas mettre ça dans ton activité et ça va profiter à toute la famille. On pourra scolariser les enfants et tout. Donc c'est de cet accompagnement dont nous on a besoin, sinon on ne le finance pas. Voilà, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FAF a octroyé des crédits aux femmes de 1990 à 2020 et plus de 122 milliards de francs CFA comme crédit octroyé aux femmes. Est-ce que dans ces fonds, le numérique a été pris en compte? Oui, le numérique a été pris en compte parce que nous travaillons avec des partenaires aussi. L'État, à travers l'État, les partenaires tels que la Banque mondiale nous accompagnent et dans ce sens, dans la numérisation. Et à travers le projet PAIF, PME, le programme PADEL aussi, le programme d'appui aux économies locales, a été géré par le FAF depuis 2017. Le programme continue toujours. Et en juillet 2020, nous avons fait un lancement officiel à Kaya sur la digitalisation. Et les femmes ont reçu leurs fonds par le numérique. Et les remboursements aussi se font par ce même canal. Donc, on a financé à hauteur de plus de 600 millions les femmes
voilà, par le numérique. Et ça marche. Est-ce que l'association ASMAD pense que l'État fait suffisamment dans l'accompagnement des femmes par le numérique pour une inclusion financière? Ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant parce que les femmes vivent des réalités différentes d'une localité à une autre. Tantôt, on parlait de la faible couverture en réseau de téléphonie mobile. Nous, par exemple, nous travaillons dans des zones reculées où par moment, nous avons besoin de faire des transferts monétaires, mais problème de réseau. Ça veut dire que l'État, en plus de ce qu'il fait déjà, devrait voir aussi avec les opérateurs de téléphonie mobile pour améliorer la couverture géographique en termes de réseau pour faciliter cet état de fait-là. Donc je me dis que ce que l'État fait, c'est pas mal. Il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup, les procédures d'accès au crédit sont allégées. Merci de nous faire savoir qu'au FARF, il suffit d'avoir sa CDB et son projet de commerce pour pouvoir avoir accès au crédit sans forcément donner une garantie quelconque. Donc je me dis que c'est déjà beaucoup de choses que l'État a à son actif. Mais il ne faut pas oublier le monde rural, le monde, en tout cas le secteur informel dans les zones vraiment reculées, où vraiment c'est comme si ces populations sont laissées souvent à elles-mêmes. Pour téléphoner, il faut se déplacer à une vingtaine, quinzaine de kilomètres. On a de ces zones, hein. Je pense qu'actuellement nous sommes avec d'autres structures en échange avec certains opérateurs téléphoniques parce qu'on a des problèmes pour envoyer des ressources, parce que dans le cadre du cash transfert que nous avons avec des partenaires, mais on cherche des alternatives chaque fois. Comment faire pour que les ressources parviennent à ces ménages qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin. Vous envoyez l'argent, ils ne savent même pas que l'argent est arrivé. Vous partez pour faire le suivi, ils ne savent pas que l'argent est arrivé parce qu'il n'y a pas de réseau. Et pour avoir le réseau, pour être en possession de son dû, il faut parcourir 20 km, 30 km, parfois même 40 km, pour avoir un point de retrait. Donc c'est vraiment difficile. Donc à ce niveau, nous allons profiter de votre plateau pour interpeller une fois de plus l'État de faire des efforts à ce niveau parce que il n'y a pas plus burkinabé que burkinabé, on est tous des burkinabés, il n'y a pas de raison que d'autres zones soient à ce point desservies et que cela nuise fondamentalement à l'entrepreneuriat des femmes et tout le reste. Voilà. Donc on dira merci à l'État, mais on les interpelle à faire mieux encore. Docteur Traoré, je me dis que vous avez bien entendu l'interpellation. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle est tout à fait pertinente. La question de la fracture numérique, et ça, c'est exactement ce que l'État doit faire. C'est le rôle de l'État. Parce que s'il y a une fracture numérique, c'est parce que les opérateurs trouvent que certaines zones ne sont pas rentables. Donc, ces opérateurs n'ont pas investi. Et en fait, elles ne veulent pas le construire en fait, des pylônes, peut-être pour quoi un village de 10-20 ménages dont la consommation moyenne est assez marginale. Donc, ce n'est pas rentable pour ces opérateurs-là. Mais c'est des citoyens qui doivent aussi avoir accès aux mêmes services. Donc, c'est en ce moment que l'État doit intervenir justement lorsqu'il y a une défaillance du marché pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins des populations. C'est en ce moment que l'État intervient pour couvrir cette défaillance-là. Déjà, dans le cas des charges des opérateurs, en tout cas, ils sont beaucoup encouragés à y aller. Mais il y a ce qu'on appelle le Fonds de services universels, qui est un mécanisme où on prélève une partie en fait, du chiffre d'affaires des opérateurs et qui doit servir normalement à couvrir toutes les zones blanches. Voilà. Et normalement, en fait, c'est ce type de projet-là qui doivent être priorisés dans le cadre de ce fonds de services universels-là. Mais je pense qu'il y a des réflexions en cours et j'ai été associé à un certain nombre d'ateliers justement pour, en tout cas, mettre en place des projets allant dans la couverture de ces zones blanches-là dans le cadre du fonds de services universels. Voilà. C'est vrai que nous-mêmes, souvent, on est un peu agacés, on s'est dit qu'on peut aller encore plus vite, mais je pense que déjà, la dynamique n'est pas mal. Et moi, mon rôle en tant qu'expert au niveau du ministère, c'est justement essayer de documenter ce type de problématiques et faire des notes d'analyse pour dire effectivement, dans le cadre justement d'une politique d'inclusion, il est important et urgent de pouvoir justement déployer ce type de services dans ces zones blanches-là pour que ces populations soient aussi incluses. Et on a tous compris aujourd'hui que en matière de lutte contre la pauvreté, l'inclusion financière est un outil efficace. Voilà. Beaucoup d'études l'ont montré que quand les gens ont accès aux services financiers, surtout les femmes,
automatiquement la pauvreté recule. On a vu le cas au Kenya avec M-Pesa. Quand ça s'est lancé en 2006, il y avait en gros 25% de femmes qui avaient accès aux services financiers. Mais 10 ans après, on a atteint un taux de 75%. Et la pauvreté a reculé. Voilà. Il y a au moins 2 points de pourcentage qu'on a eu en termes de recul du taux de pauvreté. Donc, ça, c'est des faits qui sont établis. Donc, si l'État lutte contre la pauvreté, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des instruments concrets qui sont là. L'inclusion financière. Et comment on peut faire l'inclusion financière rapidement? C'est de passer par le numérique. On peut aller plus rapidement avec le numérique. Donc, c'est plutôt une opportunité d'atteindre les objectifs de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Et là, effectivement, elle a tout à fait raison. Il faut faire davantage, il faut aller plus vite et bien. Une opportunité que ne profiteront pas des milliers de femmes qui se retrouvent dans les zones reculées et qui n'ont pas accès au numérique. Oui. Voilà. Parce que dans ces localités, bon nombre d'hommes ont des téléphones, mais le nombre de femmes à accéder à ce genre d'outils-là se fait rare. Voilà. Est-ce que ce volet est pris en compte pour trouver des solutions et permettre à ces femmes d'être incluses dans cette dynamique de l'État d'aller vers l'inclusion financière? Oui, il y a une double dimension dans ce que vous dites. Il y a déjà le fait que certaines zones ne sont pas couvertes. Donc là, que tu sois homme ou femme, de toute façon, tu n'as pas le réseau. Donc là, il faut vraiment travailler à ce qu'il y ait en fait le réseau, aussi bien pour les hommes que les femmes. Mais effectivement, il y a certaines zones où on a effectivement le réseau, mais on a effectivement, les études ont montré aussi qu'il y a une différenciation des genres dans l'accès, par exemple, au téléphone mobile. Voilà. Donc là, également, il faut c'est des politiques d'ensemble. Il faut avoir une vision un peu systémique pour essayer de comprendre en fait. Donc si les femmes n'ont pas accès au téléphone portable, souvent c'est des aspects aussi sociologiques qu'il faut pouvoir prendre en compte. Parce qu'il peut arriver que dans certains couples, les maris ne veulent pas que les femmes aient accès au téléphone. Donc bien qu'il y ait le réseau, elle n'aura pas accès à un téléphone parce que son mari ne veut pas qu'elle ait accès à un téléphone. Donc là également, peut-être c'est des actions de sensibilisation. Parce que si le mari comprend très bien que si la femme elle a accès au téléphone, qu'elle peut entreprendre des activités, je pense que c'est l'économie du ménage qui va évoluer, qui va progresser. Et au niveau économique, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées et qui ont montré qu'en matière en fait, d'accès aux services financiers, non seulement les femmes elles remboursent mieux, voilà, ça. De toute façon, en 2005, je pense, la microfinance a été reconnue comme un instrument de lutte contre la pauvreté grâce à un monsieur qu'on appelle Mohamed Younous, qui a travaillé au Bangladesh. Et il a travaillé en fait essentiellement sur des femmes. Et on avait des taux de remboursement de 97 à 100% au niveau des femmes. C'est lui qui a un peu inventé le modèle du crédit solidaire, sans garantie, mais on donne du crédit à des groupes de femmes et qui, à travers en fait, le contrôle mutuel entre elles, s'encouragent et arrivent à rembourser. Et ce modèle a été international partout dans le monde et jusqu'au Burkina ici. Et aujourd'hui, ça s'est établi, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, qu'en matière de microcrédit, les femmes remboursent mieux. Et généralement, elles sont plus entreprenantes en termes d'activité. Et quand elles ont des revenus, l'impact sur la famille est encore plus important que quand c'est des hommes. Donc, ça, c'est des faits qui sont établis parce que des études sérieuses et rigoureuses l'ont montré un peu partout dans le monde. Donc, au niveau de l'État, on a des arguments, justement, pour pouvoir mettre l'accent sur l'accès des femmes aux services financiers, parce que cela va avoir un impact sur l'économie familiale, notamment les enfants. Quand la femme a un revenu, on est presque sûr que les enfants n'auront pas trop de problèmes. Donc, ça, c'est des études qui sont établies. Et aujourd'hui, justement, le numérique, c'est une opportunité pour aller vite. Donc, on peut aller rapidement et on peut aller de façon plus efficace. Voilà. Donc, je pense que, pour moi, la solution la plus évidente, c'est de pouvoir utiliser rapidement le Fonds de services universels pour déjà assurer une couverture des zones blanches et réduire considérablement cette fracture numérique entre le milieu urbain et le milieu rural. Mais lorsqu'on va aller dans les milieux ruraux aussi, tenir compte aussi des différenciations dans les genres, parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'infrastructure et ne pas tenir compte aussi des autres contraintes qui peuvent effectivement bloquer l'accès des femmes au digital et donc l'accès aussi aux services financiers. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu effectivement qu'investir dans les femmes, c'est investir dans toute la nation entière? Il est évident que
comme disent un adage, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On a aussi remarqué que si la femme a un peu, la famille se porte mieux. Donc on se dit que mieux la femme entreprend, elle est mieux lotie financièrement, mieux la famille se portera et c'est le pays tout entier qui gagnera. Donc pour nous, il faut encourager effectivement l'entrepreneuriat des femmes et le développement sera en tout cas conséquent pour tout le monde. Asma est sur la même dynamique. Il faut toujours investir sur Bien la sûr, femme. je pense que c'est avec... toute la famille et tout le pays qui en bénéficiera. Oui, je pense qu'avec les preuves que le docteur vient de nous relater, le Burkina ne va pas faire exception. La femme reste la femme partout ailleurs dans le monde. La femme, c'est la femme. Je pense qu'on est convaincu que investir en la femme, c'est gagner pour le développement. Parce que la femme, c'est, comme on le dit souvent, en termes choses génériques, c'est le ministre de l'Intérieur. Celle qui gère le peu que le ménage gagne, c'est elle qui doit pouvoir planifier les dépenses, pour que l'éducation des enfants soit, le manger soit, l'habillement soit, la santé soit. Elle gère les ressources du ménage. Donc, si elle entreprend, si elle est accompagnée, si elle gagne mieux, je pense que le ménage va mieux se porter et c'est la communauté qui se porte mieux. Et partant de là, c'est tout le pays qui gagne. Donc, je pense qu'investir dans la femme, c'est un tout. C'est vraiment une condition pour aller vraiment vers le développement réel et intégré. Docteur Traoré l'a si bien dit, les femmes remboursent toujours les crédits qu'on les octroie. Est-ce que vous avez fait cette remarque au niveau du FARF? Évidemment. Évidemment, nous avons un taux de recouvrement de 97% au niveau du FARF. Donc, ça marche super bien. Elles sont conscientes de l'apport que le gouvernement les apporte. Et elles savent qu'elles ne peuvent pas avoir ça nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est difficile, on ne peut pas rentrer chez la voisine, donne-moi 200 000. Et cet outil du gouvernement, que le gouvernement a mis en place pour eux, avec des facilités d'accompagnement, s'il y a un engouement pour le crédit au niveau du FARF, et elles payent pour avoir encore. Donc, ça se rembourse effectivement. Le docteur a raison. Mais est-ce que pour réussir l'inclusion financière des femmes au Burkina, il faut mettre ensemble, pour conjuguer l'action des gouvernants, des institutions financières, de la population et des partenaires? Effectivement, il faut une synergie d'action. Ça, on ne discute pas là-dessus. Le gouvernement est là. C'était sa vision, la numérisation, l'inclusion financière, sa première vision. Et nous, à travers le ministère en charge de la femme, on l'accompagne, nous, le FARF. Et donc, il y a d'autres partenaires. Il y a les partenaires à l'international, comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a la Banque mondiale qui nous accompagne. Il y a la BOAD, il y a la BADEA qui nous accompagne. Et il y a des acteurs au niveau national aussi. Nous travaillons beaucoup avec la Maison de l'entreprise, la Chambre de commerce à travers la Maison de l'entreprise. Nous travaillons avec d'autres directions, et notamment la direction de la femme et du genre. Nous travaillons avec les autres SFD. Et donc, c'est cette synergie d'action qui fait que nous arrivons à aller dans la même direction et que nous allons réussir. Donc, on a réellement besoin de s'écouter. Et vous voyez déjà autour de ce plateau, on rebondit sur les réponses des uns et des autres parce que nous sommes dans la même dynamique. Voilà. Et quel est le rôle de la Fondation Femmes Éthiques dans cette dynamique d'inclure la femme? Nous, notre rôle, c'est vraiment amener la femme à s'approprier du numérique. Et cette technologie est de pointe, elle est de mise, elle est d'actualité. Et nous essayons de suivre l'élan. Donc, ça fait que nous avons également orienté non seulement nos formations, nos sensibilisations dans ce sens, et nous disons également, c'est vrai, c'est des opportunités, mais faisons attention également, il y a aussi des pièges. Donc, pour éviter les pièges, c'est ça, je dis, il faut également renforcer renforcer les capacités de ces dames et mieux les orienter et également vraiment les permettre à atteindre les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces pièges dont il est question? Oui, c'est comme j'aime le dire, et le virtuel, c'est une autre vie. Comme on aime le dire, la vie numérique.
elle n'est pas tout à fait différente de la vie réelle que nous vivons. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons rencontrer comme danger, comme délit dans la vie réelle, elle est également présente dans la vie virtuelle qui est Internet et les réseaux sociaux. Donc, pour bien utiliser, il faut se méfier. C'est vrai que c'est un milieu où on rencontre peut-être des inconnus, mais d'inconnu à inconnu, parce que sur le réseau, c'est d'ami à ami, c'est ça les réseaux sociaux. Je suis l'ami, et l'ami de mon ami, c'est mon ami, et c'est vraiment un réseau. Donc il faut faire attention aux liens d'amitié que vous tissez sur la toile, ça c'est de 1, et également faire attention aux sites sur lesquels vous naviguez. Ça également c'est 2, parce que tout ce qui est site, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, c'est pas parce que vous avez des propositions alléchantes qu'il faut aussitôt se fier. Il faut faire attention. Il y a quand même des outils de sécurité qu'il faut apprécier avant de se lancer. Et également pour les différents réseaux sociaux sur lesquels les gens ils sont inscrits, il y a également des paramètres de sécurité qu'il faut configurer pour éviter vraiment des surprises désagréables. On constate sur le terrain que beaucoup de femmes utilisent ces réseaux sociaux. Elles les utilisent, mais derrière, il y a beaucoup qui reste à faire parce qu'il faut les former, comment bien paramétrer leur compte pour ne pas être vraiment désagréablement surpris un jour. Est-ce que ASMAD prend en compte ce volet, les pièges, dans ces séances de sensibilisation au profit des femmes? Bon, pour le moment, l'aspect sur lequel je vais m'appesantir, c'est vraiment les transferts monétaires que nous faisons, les cash, où nous essayons avec l'accompagnement des opérateurs de téléphonie mobile d'initier les femmes à la manipulation même de leur appareil téléphonique. Comment savoir que vous avez reçu de l'argent, comment consulter son solde, comment faire un transfert. Voilà un peu ce que nous faisons et quels sont les mots de sécurité pour ne pas se faire arnaquer un jour. Parce qu'on le voit, hein, comme elle l'a dit, il y a des menaces potentielles, des arnaqueurs qui appellent, voilà, qui racontent de fausses histoires et qui vous vident votre compte mine de rien. Et tout ceci, nous essayons de les encadrer avec l'aide des opérateurs mobiles. Maintenant, par rapport à tous ces risques qu'elle définit, effectivement, dans l'encadrement d'une manière générale, parce qu'on sait que c'est un outil beaucoup plus manipulé par la France jeune, c'est leur vie maintenant aujourd'hui, ne pas avoir son téléphone où on peut avoir accès à Internet, c'est comme se couper un peu le souffle pour la jeunesse. Donc, côté jeunesse, nous essayons en tout cas de les accompagner par rapport à ces éventuels risques qu'elle parle, faire attention vraiment à l'usage des réseaux, la navigation sur certains sites, mais sans être vraiment spécialiste, nous faisons souvent un recours à certaines personnes pour nous y aider. Donc c'est vraiment des menaces potentielles et il faut encadrer vraiment l'utilisation. Même étant alphabétisé et ayant eu des formations, on n'est pas épargné de ces risques, encore plus quand on n'est pas familier à l'outil et encore moins à Internet. Je pense que c'est un volet important à prendre en compte lorsqu'on travaille avec les jeunes, les femmes, ou en tout cas lorsqu'on veut utiliser le numérique pour promouvoir quelque chose. Donc je pense qu'on tente du mieux que l'on peut avec nos moyens de bord, avec nos connaissances aussi, pour prendre en compte ces éléments dans la sensibilisation. Est-ce que justement le ministère en charge de l'économie numérique fait quelque chose pour empêcher les utilisateurs de Internet, surtout les femmes, de tomber dans ce genre de piège? Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a une direction qui s'appelle la Direction générale du développement de l'industrie numérique qui organise en fait chaque année pas mal d'activités de sensibilisation des jeunes et des femmes justement sur ces thématiques-là. Mais de façon générale, nous, ce que nous avons proposé, et ça c'est des réflexions qui sont en cours, mais qui sont en tout cas assez avancées à notre niveau, c'est d'aller vers en fait un programme plus général d'éducation. Je parle tantôt d'éducation financière, mais aussi d'éducation numérique. C'est-à-dire qu'il faut déjà que, à la base, nous on parle même du primaire, que les gens puissent être sensibilisés et formés à l'usage du numérique. Ça, c'est déjà un pas important qui va permettre justement
aux citoyens depuis la base d'avoir un minimum de compétences numériques. Donc ces compétences vont inclure aussi bien des compétences en termes d'utilisation, des compétences en termes d'innovation, mais des compétences aussi en termes de comportement vis-à-vis de la sécurité. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Il y a aussi tout ce qu'on peut appeler en fait des formations continues qu'on peut mener de façon ponctuelle, mais en tout cas en ciblant des publics déjà adultes, mais pour les recycler ou en tout cas pour les former sur un certain nombre d'aspects liés au numérique. Parce que la question de la sécurité dans l'usage du numérique est une question très très importante. Et aujourd'hui, de façon générale, que ce soit les femmes ou les hommes ou les jeunes, de façon générale, il faut que chacun puisse comprendre que le monde numérique, c'est un monde où on a en fait à peu près les mêmes types de pièges qu'on peut avoir dans le monde réel. Mais souvent, les gens ont tendance à faire de confusion. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes dynamiques, beaucoup de jeunes entrepreneurs dynamiques qui ont été piégés dans le cadre de ce qu'on peut appeler le marketing des réseaux. On montre des gains mirobolants, on dit qu'il faut investir tant de francs pour avoir 100%, 200%. Alors que très souvent, c'est des systèmes basés, en fait, c'est le système pyramidal où en fait on appâte un certain nombre de premiers adhérents et qui sont effectivement rémunérés et qui sont chargés en fait de faire maintenant la publicité parce qu'eux, ils ont la preuve que effectivement ça marche. Malheureusement, beaucoup de femmes dynamiques et beaucoup de jeunes dynamiques qui ont l'esprit entrepreneurial se sont laissés emporter dans ça. Et ça a été beaucoup accentué avec le numérique. Donc il faut faire vraiment beaucoup attention. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation, sur cette question-là. Pour moi, c'est une question qui devient de plus en plus importante. Surtout, on voit les aspects, on parle de trading. Le trading existe dans la réalité, mais ce n'est pas tout ce qu'on appelle trading qui est du trading. Voilà. Donc souvent, c'est des mécanismes où c'est de l'arnaque qui est en bas, mais on confond tout. On parle aujourd'hui de crypto-monnaie. Chacun dit qu'il est spécialiste en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies existent, mais ce n'est pas tout ce qu'on vous montre comme crypto-monnaie qui est réellement, en fait, des mécanismes de crypto-monnaie. Mais malheureusement, très souvent, c'est les gens les plus dynamiques que ces réseaux-là arrivent à appâter parce que les gens les plus dynamiques, souvent, c'est eux qui prennent le risque aussi. Et l'entrepreneur, c'est celui qui est prêt à prendre le risque. Et dans cette prise de risque-là, malheureusement, ils tombent souvent sur ce type de marketing de réseaux qui sont en fait des systèmes d'arnaque. Donc, au niveau du ministère, la réflexion est en train de développer les compétences numériques de façon générale. Donc, pour avoir une masse critique de personnes qui aient des compétences depuis le primaire, le secondaire et l'université. Donc ça, c'est vraiment un projet phare sur lequel on doit travailler pour pouvoir asseoir une économie numérique compétitive et cela va avoir des impacts aussi bien en termes d'entrepreneuriat numérique, donc y compris l'entrepreneuriat numérique des femmes, mais également dans l'usage du numérique en tant qu'outil pour accéder à des services. Voilà, donc y compris les services financiers. Donc ça, c'est un aspect très très important en fait dans l'économie numérique. Et tout ça pour un Burkina prospère et plus équitable. Exactement, en tenant compte justement de l'inclusion. Voilà, donc aussi bien dans les milieux urbains, mais dans le milieu rural, parce que tous les citoyens ont droit en fait à ces services-là. Merci Mesdames, Messieurs d'être là ce soir pour parler du thème du 8 mars. Voilà, thème qui est l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Voilà, Madame, Monsieur, l'inclusion financière des femmes par le numérique doit donc être une approche qui implique les gouvernants, les institutions financières, les entreprises, la société civile, la population à la base, car les services d'épargne, de crédit et de paiement numérique peuvent constituer un lien essentiel avec l'économie formelle et une porte d'entrée vers une meilleure sécurité économique et vers l'autonomisation financière de la femme. À coup sûr, les bénéfices profiteront à leur famille et à la nation tout entière. Sur ce, Madame, Monsieur, et bonsoir et à une autre fois.